Je suis une anthropologue du coin de la rue. C'est-à-dire, je suis Madame Tout-le-Monde. J'étudie notre quotidien. Vous pouvez me croiser au café, en bas de chez vous, dans le métro, ou chez le petit primeur bio, parce qu'il ne faut pas déconner, je suis quand même un petit peu bobo. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme et des sociétés humaines. Pour ma part, j'ai décidé d'étudier les sociétés contemporaines et occidentales à travers l'évolution des modes de vie. Je vais m'intéresser à tout ce qui est invisible dans notre société, à tout ce qu'on met sous le tapis, qu'on ne voit plus ou qu'on ne veut pas voir. Or, c'est dans cet invisible qu'il se passe de grandes choses. En tant qu'anthropologue, je ne suis pas là pour dire ce qui est bien ou mal. Je ne suis pas là pour dire ce que l'on devrait faire ou non. Mon job, c'est de saisir des instantanés de la réalité, des fragments d'un réel qui nous submerge et qui peut sembler très complexe. Je vais construire, à partir de ces fragments de la réalité, une sorte de puzzle de notre monde pour le rendre plus simple, plus familier. Autrement dit, l'anthropologie va nous inviter à voir le monde tel qu'il est plutôt que tel que nous aimerions qu'il soit. Ce monde qui est le nôtre est un monde qui est en train de craquer. Les inégalités socio-économiques se creusent, la crise climatique s'intensifie et notre environnement est en état de détérioration avancée. Paradoxalement, malgré ce constat, nous restons souvent attachés à nos routines quotidiennes et nos modes de vie restent inchangés. Mais disons-le clairement, aujourd'hui, nous allons devoir changer. Nous allons devoir, par exemple, accepter de nouvelles contraintes. Ces contraintes ne doivent pas être perçues comme des entraves à notre liberté, mais davantage comme des opportunités de transformation. Dans toutes les cultures, dans tous les groupes sociaux, les contraintes sont structurantes et aident les individus et les collectifs à progresser ensemble. D'un point de vue anthropologique, une contrainte est une force sociale, culturelle ou institutionnelle qui limite ou détermine les comportements et les représentations à la fois d'un individu comme d'un groupe, le plus souvent de manière invisible et non reconnue. Ce qui est intéressant, c'est que la contrainte va être indissociable de la notion de norme. Chaque groupe, en fonction des contraintes auxquelles il doit faire face, pour des enjeux de survie, va identifier ce qui pose problème et donc transformer ces fameuses contraintes en normes, à la fois pour permettre de rendre acceptable l'imposition de règles, mais surtout de permettre la vie en société possible. Pour illustrer ces propos, prenons l'exemple de l'inceste. Grosse ambiance, tout de suite. D'un point de vue anthropologique, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss nous explique que l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire l'interdiction d'épouser filles, sœurs et tantes de notre groupe social, est en réalité une obligation sociale d'aller épouser filles, sœurs et tantes d'autres groupes sociaux, à la fois pour maintenir la diversité culturelle, maintenir la stabilité familiale, mais avant tout, maintenir les bonnes ententes commerciales. En pratique, et dans notre quotidien, on le fait tous, on va mettre en place des stratégies de contournement pour pouvoir lutter contre ces contraintes. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir envie de ne pas trop se prendre la tête, d'avoir des routines quotidiennes agréables, et surtout, on va essayer de repousser au maximum le changement. Dans ces stratégies de contournement, on a une bonne illustration qui est la théorie des animaux mignons. La théorie des animaux mignons expose un système de règles et d'interdits alimentaires qui vont valoriser la consommation d'animaux vis-à-vis d'autres par rapport à des critères esthétiques, cognitifs et évolutifs. J'ai bâti la théorie des animaux mignons à la suite de plusieurs enquêtes de terrain où j'ai établi une première théorie très universelle qui est celle que nous sommes tous des menteurs de bonne foi. Moi, la première, je vous rassure, et qu'il y a toujours un écart entre ce que l'on dit, ce que l'on pense faire et ce que l'on fait réellement. Et la théorie des animaux mignons illustre parfaitement ce constat. La théorie des animaux mignons ne va pas expliquer comment des individus qui se déclarent flexitariens, végétariens et véganes réduisent leur consommation d'animaux, mais plutôt quelles vont être les règles qu'ils vont mettre en place pour pouvoir continuer à en manger et rendre ça socialement acceptable. Donc on va avoir des personnes qui nous disent
de la manière la plus sincère possible qu'ils ne mangent pas de viande, qu'ils ne mangent pas d'animaux. Et lorsque l'on va ouvrir leur réfrigérateur, on va se rendre compte qu'il y a encore plein d'animaux, quelle que soit leur nature. Et en fait, ils vont nous expliquer que certains animaux ne vont plus être possibles à manger s'ils sont jugés comme mignons, comme les bébés animaux, ceux qu'on a l'habitude d'avoir à proximité de chez soi ou qui ont été mis en scène dans les dessins animés. Et à l'inverse, on va avoir des animaux qui sont perçus comme moches, cons ou éloignés de nous dans la chaîne de l'évolution et qui, eux, peuvent être mangés. Autrement dit, un lapin ou un agneau va être beaucoup plus mignon qu'un poulet, un dindon, un mouton ou un poisson, et donc il sera beaucoup plus difficilement mangeable. Donc la théorie des animaux mignons, c'est de se dire comment on pense arrêter de consommer de la viande, et au final, on continue à faire pareil, mais on se met de nouvelles règles et donc de nouvelles contraintes qui vont imposer une nouvelle norme à la société. On a également la publicité qui nous aide à ne rien changer. On a par exemple le concept du suicide food qui expose ce concept-là. C'est une stratégie marketing et publicitaire qui vise à mettre en scène des animaux contents, heureux, voire désireux d'être mangés. Dans un certain nombre de publicités, on va par exemple avoir des poulettes qui dansent le French Cancan en France. Les animaux vont être anthropomorphisés, c'est-à-dire qu'on va les parer de caractéristiques humaines et même parfois ils vont participer à leur propre transformation en nourriture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va valoriser à la fois le bien-être animal et tout ce qui va être le divertissement dans la consommation, ce qui va permettre de rendre acceptable la poursuite de la consommation. Que ce soit la théorie des animaux mignons ou alors celle du suicide food, c'est une illustration sur la manière dont les sociétés vont mettre en place des solutions pour rendre acceptables leurs contradictions. Et au final, ça produit un effet qui est très contre-intuitif parce qu'on va avoir des individus qui ont un discours sur le monde, qui portent des valeurs et qui vont avoir des pratiques qui vont être en totale contradiction avec ces valeurs et ces discours. C'est ce que j'appelle le marketing du chaos. Le marketing du chaos va nous faire passer l'idée selon laquelle c'est par et grâce à la consommation de produits soi-disant éco-responsables ou d'une nouvelle manière de consommer que la transition, qu'elle soit sociale ou écologique, est possible. Cela renforce l'idée fallacieuse selon laquelle le capitalisme, s'il est responsable, est à la fois la cause, mais également la solution à tous nos problèmes. Si on fait un détour anthropologique, il est davantage pertinent de penser à un marketing au service du chaos, de se dire comment on va plus loin, comment on déconstruit pour penser de nouveaux imaginaires. Ce marketing au service du chaos nous amène à penser différemment un certain nombre de grandes dichotomies qui organisent aujourd'hui notre vie quotidienne. Par exemple, que se passerait-il si ce qui est permis aujourd'hui devenait interdit demain ? Par exemple, il ne serait plus possible d'avoir des voitures individuelles, qu'elles soient thermiques ou électriques. Que se passerait-il si ce qui est pur aujourd'hui devenait impur demain ? Par exemple, nous ne pourrions plus produire notre nourriture de manière industrielle, quels que soient les labels associés. Et enfin, que se passerait-il si ce qui est ordinaire aujourd'hui devenait extraordinaire demain ? Par exemple, les objets neufs deviendraient minoritaires. Il serait exceptionnel et peut-être que des individus, au cours de leur vie, n'en croiseraient aucun. Si on fait tout ça, si on questionne déjà ces grandes dichotomies qui structurent l'ordre des choses, on se rend compte que la perception que l'on a de la transition, qui est aujourd'hui un discours d'un certain type de transition énergétique, changerait totalement et deviendrait culturelle. Bienvenue dans une nouvelle ère, celle du tabou carbonique. Le tabou carbonique, c'est la contrainte des contraintes. Un tabou qui deviendrait universel et qui, comme le cannibalisme ou l'inceste, organiserait l'ordre des choses et du coup propulserait
le carbone, ses pratiques et ses non-pratiques de manière totalement différente. Soyons clairs, comme tout tabou, il serait contourné, mais au moins, il aurait le mérite d'exister. Un switch anthropologique qui nous permettrait d'établir un terreau fertile pour attribuer une nouvelle valeur aux choses et donc à la société. Reconsidérer la valeur des choses est l'enjeu crucial de notre siècle. Une des manières d'y parvenir, ou même de commencer la réflexion, est de questionner la notion de possession qui se trouve au cœur de nos sociétés actuellement. On voit apparaître un certain nombre d'initiatives qui, justement, questionnent cette possession autour de la circulation, de la mutualisation, de la fonctionnalité. C'est en quelque sorte un nouveau contrat social qu'on tente d'établir entre les gens. Il n'est pas question de dire que les objets vont disparaître ou que la consommation va disparaître, mais par contre, elle va évoluer. On consomme moins, on produit moins, les objets ont une autre fonction et vont circuler de manière différente. Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, on est un petit peu au croisement des mondes. C'est que d'un côté, on a toutes ces initiatives qui font société autrement et qui apprennent aux personnes à les acculturer à une nouvelle manière de faire société. Et puis de l'autre côté, on a un système dominant avec un imaginaire techno-orienté qui porte une transition par la consommation. Cette transition par la consommation, elle est profondément injuste pour le moment, qu'elle soit pour les autres ou pour le vivant. On parle de classe géosociale, de fracture socio-écologique, et le vivant ne s'est jamais aussi mal porté. De ce fait, la question qui se pose alors, et la question que je vous pose ce soir, est la suivante. Dans quelle société voulons-nous vivre ? Car, disons-le clairement, le capitalisme, qu'il soit responsable ou non, n'est qu'une voie possible parmi un ensemble de possibles. Cela nous amène à questionner beaucoup plus en profondeur l'évolution de nos modes de vie. Une anthropologie des contraintes qui nous amène à déconstruire notre réalité. Ceux qui ont le plus de poids pour faire changer les choses sont ceux qui ont le plus à perdre. Ceux qui subissent de plein fouet le changement climatique sont ceux qui émettent le moins de carbone. Je répète, ceux qui ont le plus de poids pour faire changer les choses sont ceux qui ont le plus à perdre. Ceux qui subissent de plein fouet le changement climatique sont ceux qui émettent le moins d'émissions carbone. Actuellement, l'ensemble de notre société et par extension de notre monde repose sur ce paradoxe. Changer de paradigme nous amène à percevoir et à déconstruire notre réalité, apprendre à désapprendre à voir le monde. Pour commencer cette déconstruction, on pourrait questionner ce qu'on appelle le coût socio-énergétique d'un individu qui va s'intéresser à la fois aux dépenses directes d'énergie, mais également à toutes les dépenses indirectes qui vont permettre de vivre en société. Dans ce monde plus juste et différent, le statut social pourrait être inversement proportionnel à l'empreinte carbone des individus. Autrement dit, moins on a un impact sur le monde, plus on a un statut social qui va être élevé. Ce coût socio-énergétique des individus nous amène à questionner une autre notion, celle de la force humaine déléguée. La force humaine déléguée, c'est comment un individu, au quotidien, va déléguer justement un certain nombre de tâches aux machines et à la technologie. La force humaine déléguée est un petit peu un des ciments de notre vie quotidienne et a conduit à la fois à une simplification de notre vie quotidienne et à un confort croissant. Si, dans cette société du tabou carbonique, la force humaine déléguée n'existe pas et que tout ce que l'on fait dans le quotidien ne peut pas être délégué aux autres ou aux machines, par exemple, la notion de savoir-faire évoluerait drastiquement. Le rapport au temps en serait également bouleversé et par extension, notre vie quotidienne serait bouleversée. À ce stade, notre réalité n'a déjà plus du tout la même gueule.
Mais par contre, on peut aller encore plus loin, en questionnant, par exemple, la notion de rareté ou de limite. L'anthropologue David Graeber nous explique que la rareté et les limites vont être des constructions sociales et culturelles qui vont varier d'une époque à une autre, d'une ère géographique à une autre et d'une société à une autre. Aujourd'hui, nous, la notion de limite est assez compliquée parce que nos modèles vont reposer à la fois sur la croissance économique et sur l'extraction de matières premières. Mais ces matières premières ne sont pas forcément rares en soi. Elles vont dépendre des limites qu'une société se fixe en fonction de ses besoins. Toujours, l'anthropologue David Graeber nous parle également de pénuries artificielles qui peuvent être mises en place pour accroître notre dépendance à la production et du coup au progrès. Une fois qu'on a dit tout ça, on se dit comment ça peut se concrétiser ou comment ça peut s'illustrer sur un territoire, dans une société ou sur un secteur d'activité. Une manière d'interpréter et de visualiser les possibilités d'intégrer ces notions de rareté et de limite de manière différente, en cohérence avec le plancher social et les limites planétaires, c'est de parler de la théorie de la cohabitation. La théorie de la cohabitation ou des mondes composites imagine une diversité des manières de faire société, une diversité des territoires où, en fonction des contraintes économiques, sociales, politiques et écologiques, des réponses différentes seraient apportées pour répondre à la fois à ces contraintes, mais surtout aux enjeux de la population. Concrètement, dans le scénario de la cohabitation, le capitalisme ne disparaît pas, mais devient une option parmi un choix des possibles. Dans ces territoires composites, qui créent des maillages locaux et internationaux différents mais interconnectés, chaque territoire va être le fruit d'une adaptation, où des modèles de société peuvent justement cohabiter. Des sociétés capitalistes, des sociétés techno-féodales, des sociétés post-agraires, où on aurait même des forêts comestibles urbaines qui permettraient d'assurer la subsistance de la population. Et si le capitalisme n'est qu'une option que nous ne sommes pas contraints, pour une fois, d'accepter. Nous pourrions renouer avec la diversité des manières de faire société, et ça, pour le coup, c'est un vrai enjeu de survie. Dans la période actuelle, que l'on peut qualifier de crise des contraintes, il ne convient pas seulement de parler de diversité génétique, sociale et culturelle, mais également de diversité des manières de faire société. Car ne penser qu'en termes d'État-nation ou de systèmes totalisants questionne la viabilité du futur de nos sociétés. Face à l'échec des systèmes globalisants du XXe siècle, il devient plus qu'urgent de déconstruire notre rapport au réel et aux imaginaires et de penser en termes de diversité. Tout ce blabla pour vous dire que, bon ou mal gré, nous allons devoir ensemble changer de manière de faire société. Si nous ne le faisons pas pour nous, faisons-le pour les autres, que ce soit nos descendants ou les cultures non occidentales, afin qu'elles puissent choisir et que les générations futures puissent s'approprier leur propre voie de progrès. Identifier les contraintes qu'on met aujourd'hui sous le tapis, c'est une manière d'identifier les défis à venir et de s'acculturer à une nouvelle manière de faire société. Si on gratte le vernis social et culturel de nos sociétés et de tout ce que l'on a déjà mis en place pour changer, on se rend compte qu'on a un terreau très fertile pour pouvoir à la fois accepter les défis à venir, mais surtout construire collectivement une autre manière de faire société. Et n'oubliez pas, le futur peut être cool, mais encore faut-il le vouloir. Et je vous remercie pour votre attention.